Notre planète regorge de réalités qui défient notre imagination. Des sociétés qui cohabitent avec des prédateurs mortels et les soignent comme s'il s'agissait d'animaux de compagnie. Des tribus millénaires où un jeune homme doit sauter par-dessus des taureaux sauvages, ou où les femmes portent des cicatrices en signe d'honneur et de loyauté. Des guerriers capables d'affronter certains des lions les plus redoutés d'Afrique sans aucune protection. Et des populations entières dont le corps a été modifié par l'évolution pour freiner leur croissance et survivre dans l'un des environnements les plus meurtriers de la Terre. Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, nous allons découvrir les tribus les plus extrêmes d'Afrique. Soyez attentifs et n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, car ce que vous vous apprêtez à voir semble tout droit sorti d'un autre monde. Et pourtant, c'est tout à fait réel. C'est parti. Numéro 9. Les hommes hyènes ou Gadawankura, la tribu qui se promène avec des hyènes dans les rues. Nigeria et Éthiopie. Dans les montagnes arides du Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, là où le sable du Sahel engloutit des villages entiers, vit une communauté qui semble tout droit sortie d'une légende. Ce sont les Gadawankura, connus dans le monde entier sous le nom d'hommes hyènes. Et ce qu'ils font au quotidien bouleverse complètement tout ce que l'on croit savoir sur la relation entre l'être humain et les animaux sauvages. Imaginez-vous en train de marcher dans une rue animée d'une ville africaine et d'apercevoir un homme promenant, attaché à une grosse chaîne, une hyène adulte. Pas dans un zoo, pas dans une réserve. Dans la rue, entre les voitures, les stands de nourriture et les enfants qui rentrent de l'école. Les Gadawankura n'ont pas de territoire fixe. Ce sont des familles itinérantes qui parcourent le Nigeria et l'Éthiopie en emportant avec elles ce qu'aucun autre groupe humain n'a osé faire de son mode de vie. Des hyènes tachetées adultes, des babouins de plus de 30 kilos dont la morsure peut briser un os, et des pythons mesurant plus de 5 mètres de long. Des animaux qui, dans n'importe quel autre contexte, constitueraient une menace mortelle, et qui, aux côtés de ces hommes, se comportent avec un calme qui défie toute logique. La question est toujours la même. Comment quelqu'un parvient-il à faire en sorte qu'un animal doté de l'une des morsures les plus puissantes du règne animal marche tranquillement à ses côtés? La réponse comporte deux parties. La première, c'est le temps. Ces hommes ont grandi parmi les hyènes depuis leur enfance. Ils ont côtoyé leur odeur, leurs cris et leur comportement toute leur vie, ce qui élimine la peur instinctive que ressentirait n'importe qui d'autre. La deuxième partie est celle où l'histoire devient vraiment curieuse. Les Gadawankura préparent des onguents à base d'herbes et de graisse animale, dont ils gardent la formule exacte secrète depuis des générations. Ils s'en enduisent les mains, les bras et le cou. D'après leurs témoignages, et d'après ce que certains chercheurs ont pu documenter, ces substances provoquent chez les animaux une réaction d'apaisement qu'aucun dressage conventionnel ne pourrait obtenir. La science n'a pas encore d'explication définitive, mais il existe des hypothèses intéressantes. Certaines plantes de la région contiennent des composés qui, au contact de l'odorat de certains mammifères, pourraient déclencher des réactions de soumission au sein de la hiérarchie du groupe. En d'autres termes, l'odeur de cette pommade indiquerait au cerveau de la hyène que l'homme qui se tient devant elle est le chef incontesté de la meute. Pendant des années, ceux qui voyaient les Gadawankura les considéraient simplement comme des artistes itinérants, des gens qui parcouraient les villages en présentant des spectacles avec des animaux exotiques pour gagner leur vie. Les photos virales, les vidéos partagées des milliers de fois montraient toujours la même chose: le spectacle, la surprise, les applaudissements. Mais ceux qui ont passé du temps au contact de ces groupes racontent une autre histoire. Les hyènes ne sont pas un simple accessoire du spectacle. Elles constituent leur atout le plus précieux. Elles sont littéralement leur capital sur pattes. Lorsqu'un membre du groupe tombe malade et ne peut plus travailler, l'animal continue de générer des revenus. Les entreprises et les familles des zones où la sécurité officielle fait défaut paient pour qu'une hyène veille près de leurs locaux pendant la nuit. Son odorat et son instinct territorial en font le système de surveillance le plus efficace et le moins cher du marché informel. Rares sont les voleurs qui osent s'approcher d'un endroit où ils peuvent détecter la présence d'une hyène dans l'obscurité.
Et il y a un détail qui vient bouleverser tout ce qui précède. Lorsqu'une de ces hyènes meurt, le deuil est réel. Ces hommes ont dormi à ses côtés. Ils ont passé plus d'heures avec cet animal qu'avec de nombreux membres de leur propre famille. Le lien est authentique. Et cette perte peut affecter l'économie de tout le groupe pendant des mois. Ce qui semble être une curiosité qui fait le buzz sur les réseaux sociaux est en réalité un système fondé sur des siècles de connaissances en matière de plantes, de comportement animal et d'organisation sociale. L'image qui fait le tour du monde n'en est que la surface. Derrière elle se cache quelque chose qui ressemble bien plus à une entreprise familiale transmise de génération en génération qu'à une astuce pour surprendre les touristes. Sur une échelle de 1 à 10, serais-tu prêt à dormir avec une hyène si cela te permettait de gagner plus d'argent? Laisse-nous ton chiffre dans les commentaires, nous serons ravis de te lire. Et si c'est là un danger que l'être humain a décidé d'assumer à ses propres risques, dans le plus ancien désert de la planète existe une tribu qui a trouvé la solution exactement opposée. Une solution qui implique de ne jamais toucher l'eau de toute sa vie, même si cela signifie ne jamais se laver. Numéro 8. La tribu des Himba, les guerriers de la Terre Rouge. Namibie. Dans le plus ancien désert de la planète vit une tribu, où les femmes ne se lavent jamais, où les hommes peuvent avoir plusieurs épouses, et où celles-ci sont parfois offertes à leurs invités en signe d'hospitalité. Ce sont les Himba, qui vivent dans le Namib, une mer de sable vieille, de plus de 80 millions d'années, avec des dunes dépassant les 300 mètres de hauteur et des températures avoisinant les 40 degrés. La première chose qui frappe quiconque les aperçoit, c'est leur peau et leurs cheveux, entièrement recouverts d'une pâte rougeâtre brillante. Cette pâte s'appelle l'otjiz. Elle est préparée en mélangeant du beurre de lait de vache avec de la poudre d'ocre, une terre rouge très riche en fer. Ils l'appliquent chaque matin sur tout le corps et les cheveux, et vivent ainsi toute leur vie. Ce qui surprend beaucoup lorsqu'on découvre cette tribu, c'est de se rendre compte qu'ils ne se lavent pas. Et s'ils ne se lavent pas, c'est parce que, dans ce désert, il n'y a presque jamais assez d'eau pour le faire. Mais se débarrasser de cette couche rouge ne serait pas non plus une bonne idée, même s'il y avait de l'eau. Cette pâte remplit plusieurs fonctions à la fois. D'une part, elle protège la peau du soleil, qui est très intense dans le désert tout au long de la journée. D'autre part, son odeur éloigne les moustiques et autres insectes susceptibles de transmettre des maladies. De plus, elle aide le corps à mieux supporter le froid la nuit et la chaleur extrême pendant la journée. En d'autres termes, ce qui, à première vue, semble n'être qu'une façon de se peindre le corps, revient en réalité à porter à la fois de la crème solaire, un répulsif anti-insectes et une couverture thermique. Tout cela est réalisé avec les seuls éléments que le désert leur offre. La société Himba présente en outre une structure qui surprend quiconque la découvre pour la première fois. Elle est matrilinéaire. L'héritage, le statut et l'identité du clan se transmettent par la lignée maternelle. Bien que, visuellement, ce soient les hommes qui dirigent les rituels et s'occupent du bétail, le pouvoir réel sur la pérennité de la famille revient aux femmes. Les femmes Himba portent des extensions recouvertes d'otjiz, pouvant peser plusieurs kilos, et qu'elles confectionnent au fil des années. Leur épaisseur, leur forme et la façon dont elles tombent indiquent l'état civil, le nombre d'enfants et la place de chaque femme au sein de la communauté. Les jeunes hommes arborent une tresse bien particulière avant de devenir guerriers, qui change complètement lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Et lorsqu'un homme Himba meurt, sa famille modifie sa propre coiffure en signe de deuil. Rien de tout cela n'est fortuit ni purement décoratif. C'est un langage qui se lit du regard, sans qu'un seul mot ne soit nécessaire, et que tout membre de la communauté sait interpréter instantanément. Si ce mode de vie t'a fasciné, n'oublie pas de nous laisser un « j'aime » et de nous dire ce que tu aimes le plus chez les Himba. Cela nous aide énormément à continuer à créer chaque semaine des contenus aussi intéressants que celui-ci. Dans la vallée de l'Omo, à plusieurs jours de marche d'ici, une autre tribu a porté la peinture corporelle à un tout autre niveau. Pour eux, le corps n'est pas seulement une protection. C'est un document que n'importe qui peut lire à condition de savoir comment le regarder. Numéro 7. La tribu Karo,
le peuple qui transforme sa peau en code secret. Vallée de l'Omo, Éthiopie. Dans les villages les plus reculés de la vallée de l'Omo, au sud de l'Éthiopie, vit l'une des tribus les plus petites et en même temps, les plus photographiées de tout le continent. Ce sont les Karo, et pour eux, se peindre le corps n'est pas seulement une forme d'art. C'est une façon de dire qui on est sans prononcer un seul mot. Ils utilisent de la craie blanche, du charbon, de l'argile et de l'ocre pour dessiner sur leur peau des motifs imitant la fourrure d'un léopard, les plumes d'un oiseau ou les écailles d'un poisson. Mais ces dessins ne sont pas seulement décoratifs. Ils constituent une sorte de carte d'identité peinte sur le corps. Un guerrier au poing sur la poitrine montre ainsi qu'il a prouvé sa vaillance en chassant un gros animal. Un jeune homme célibataire porte sur le visage des lignes bien précises qui indiquent qu'il est à la recherche d'une compagne. Et certains motifs signalent qu'une personne est en deuil, ce qui permet au reste du groupe de savoir comment se comporter avec elle sans avoir besoin de poser de questions. Le plus curieux, c'est que ces dessins changent. Ils ne sont pas toujours les mêmes. Ils varient en fonction de la cérémonie, de la période de l'année ou de la personne en visite. C'est, littéralement, une langue qui s'écrit et s'efface chaque jour sur la peau. Outre les peintures, les Karo pratiquent des incisions sur la peau qui laissent des cicatrices permanentes. Contrairement aux peintures, qui changent, ces marques restent à jamais et racontent les événements les plus importants de la vie d'une personne. De quelle famille elle est issue et les moments clés qu'elle a vécus. Mais s'il y a bien une chose qui attire tous les regards sur cette tribu, c'est sa conception du mariage. Pour les Karo, se marier peut s'avérer l'un des moments les plus risqués de toute une vie. Les unions sont convenues entre familles, souvent en échange de chèvres, et les rituels qui les accompagnent comprennent des incisions et des marques que le corps conserve à jamais en souvenir de cette étape si importante. Tout cela se passe au sein d'un peuple qui vit pratiquement comme il y a des milliers d'années, sans pratiquement aucun contact avec l'extérieur, et qui est aujourd'hui considéré comme l'un des groupes les plus menacés de disparition sur la planète. Malheureusement, il ne reste plus qu'1 millier de personnes, et leur nombre diminue à chaque génération. Si cette façon de parler sans utiliser de mots t'a surpris, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Tu nous aideras ainsi à faire découvrir des tribus comme celle-ci à davantage de personnes. Et si les Karo ont transformé leur peau en langage, il existe une autre tribu africaine qui a poussé l'évolution à un niveau encore plus extrême, à tel point que leurs corps semblent avoir été conçus pour se fondre parmi les arbres. Numéro 6. Les pygmées Mbouti, les plus petits êtres humains de la planète. Forêt d'Ituri, République démocratique du Congo. Il existe une tribu africaine dont les adultes dépassent à peine la taille d'un enfant de 10 ans. Ils vivent dans une forêt où presque tout est plus grand qu'eux. Les éléphants pèsent 20 fois plus lourd, les prédateurs les surpassent en taille, et la végétation elle-même est si dense qu'elle peut les dissimuler complètement. Et pourtant, ce sont eux qui dominent ce territoire. Ce sont les pygmées Mbouti, les plus petits êtres humains de la Terre. Les adultes mesurent, en moyenne, entre 1,20 m et 1,45 m. Pendant longtemps, on a pensé que cela était simplement dû à une mauvaise alimentation et à des conditions de vie très difficiles. Mais des études récentes ont démontré que cette idée était totalement erronée. Les Mbouti ne sont pas petits parce qu'ils manquent de nourriture. Ils sont petits parce que leur propre corps en a décidé ainsi. Pendant l'enfance, ils grandissent normalement, comme n'importe quel autre enfant. Mais à l'adolescence, quelque chose dans leur organisme agit presque comme un interrupteur. La croissance s'arrête bien plus tôt que d'habitude, même s'ils disposent de toute l'hormone de croissance dont ils auraient besoin pour continuer à grandir. Cela soulève une question évidente. Pourquoi l'évolution ferait-elle une chose pareille ? Une première explication tient au fait de mieux se dissimuler dans les broussailles et de se déplacer avec agilité dans la jungle, voire de grimper à d'énormes arbres avec une aisance qui surprend tout le monde. Et c'est vrai, cela aide. Mais il existe une autre raison, encore plus surprenante. Dans une forêt où l'humidité est extrêmement élevée et où la chaleur ne baisse pas, même la nuit, avoir un corps imposant est un problème.
Plus un corps est grand, plus il génère de chaleur et plus il a du mal à se refroidir. Un petit corps, en revanche, dépense moins d'énergie et se rafraîchit plus facilement. Ainsi, pour les Mbuti, être petit n'est pas une contrainte. C'est le moyen le plus efficace de survivre dans cet environnement, en dépensant le moins d'énergie possible là où chaque calorie compte. Curieusement, ils ne sont pas les seuls. Dans cette même jungle, même les éléphants qui y vivent sont plus petits que leurs congénères d'autres régions d'Afrique, pour des raisons similaires. Cela se remarque également dans leur façon de chasser. Ils chassent en groupe, à l'aide d'énormes filets tissés à la main, pouvant atteindre 100 mètres de long, tandis que certains tiennent le filet, d'autres, y compris des femmes et des enfants, avancent en faisant du bruit pour que les animaux courent droit vers lui. Tout cela est coordonné par des sifflements imitant le chant des oiseaux de la forêt. Ainsi, pour quiconque ne connaît pas le code, cela ressemble simplement aux bruits habituels de la forêt. Ce sont d'ailleurs les femmes qui construisent les habitations du groupe, des structures en forme de dôme faites de branches et de feuilles, qu'elles érigent en quelques heures et qui protègent très bien de la pluie. Lorsque la tribu se déplace, les habitations ne sont pas emportées. Elles en construisent simplement de nouvelles là où elles arrivent. Pensez-vous qu'être plus petit présente des avantages dans la vie quotidienne, ou n'apporte-t-il que des inconvénients? Dites-nous ce que vous en pensez. Si les Mbuti ont trouvé dans leur taille la clé pour survivre dans la jungle la plus dense du monde, la tribu suivante de notre liste est parvenue à la conclusion que la meilleure façon de survivre est de n'avoir absolument besoin de rien. Numéro 5. La tribu des Hadza, les derniers chasseurs d'Afrique. Lac Eyasi, Tanzanie. Dans les plaines du nord de la Tanzanie, au bord du lac Eyasi, vit un groupe d'un peu plus d'1 millier de personnes qui font exactement la même chose depuis des dizaines de milliers d'années. Ils chassent à l'arc et aux flèches, cueillent des fruits et des racines et parlent une langue composée de claquements qui ne ressemble à aucune autre langue au monde. Rien n'a changé pour eux depuis des milliers d'années. Ce sont les Hadza, et beaucoup les considèrent comme le plus ancien groupe humain, en termes de mode de vie, qui existe encore aujourd'hui. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement depuis combien de temps ils vivent ainsi, c'est qu'ils ont eu l'occasion de changer, et qu'ils n'ont pas voulu le faire. Pendant des siècles, ils ont côtoyé d'autres peuples qui cultivaient la terre, élevaient du bétail et construisaient des habitations permanentes. Ils ont observé comment vivaient ses voisins. Et, génération après génération, ils ont décidé de continuer à chasser et à se déplacer d'un endroit à l'autre, sans terre à eux ni animaux à élever. Dans la société Hadza, il n'y a pas de chef au sens où nous l'entendons. Certaines personnes sont davantage écoutées en raison de leur expérience, mais personne ne peut obliger autrui à faire quoi que ce soit. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, il part simplement vivre avec un autre groupe. Il n'existe pas non plus de concept consistant à conserver de la nourriture pour le lendemain. S'il y a de quoi manger aujourd'hui, on mange aujourd'hui tous ensemble, peu importe qui l'a procuré. Demain, on ira en chercher davantage. Ce mode de vie a des conséquences qui surprennent n'importe quel médecin. Les Hadza ont des niveaux de stress très bas, ne souffrent pratiquement pas de problèmes cardiaques ni d'obésité, et dorment bien mieux que la moyenne. Ils travaillent entre 4 et 6 heures par jour pour subvenir à tous leurs besoins. Le reste du temps, ils le consacrent au repos, à la vie sociale et aux loisirs. Au fil des ans, plusieurs tentatives visant à moderniser les Hadza en leur offrant des maisons et des terres se sont soldées par le même résultat. Après avoir testé ce mode de vie pendant un certain temps, ils sont retournés dans la savane. Non pas parce qu'ils ne parvenaient pas à s'adapter à la vie moderne, mais parce qu'après l'avoir essayé, ils préfèrent la leur. Tu t'imagines travailler seulement quelques heures par jour, sans te soucier d'économiser ni d'accumuler quoi que ce soit, en échange d'une vie bien plus détendue? Dis-nous dans les commentaires si tu échangerais ta routine actuelle contre quelque chose de similaire. Et si les Hadza ont prouvé qu'on peut vivre heureux, sans posséder pratiquement rien, dans le désert le plus hostile d'Afrique, il existe une autre tribu qui a poussé la survie à un niveau qui semble tout droit sorti d'un film.
une tribu capable de chasser sans armes, en utilisant uniquement ses propres jambes. Numéro 4. Les Bushmen San, les plus anciens humains de la planète. Désert du Kalahari, Namibie et Botswana. Dans le désert du Kalahari, l'un des endroits les plus chauds et les plus arides d'Afrique, vit un peuple qui, selon des études génétiques, pourrait être la branche la plus ancienne de toute la famille humaine. Ce sont les Bushmen San, qui survivent depuis des dizaines de milliers d'années dans un environnement où l'eau se fait rare, où les températures dépassent les 45 degrés, et où ils cohabitent avec des lions, des hyènes et des serpents venimeux. Leur mode de survie repose avant tout sur leur savoir. Ils connaissent des centaines de plantes du désert, celles qui sont comestibles, celles qui ont des vertus médicinales, celles qui sont toxiques et celles qui recèlent de l'eau sous terre. Là où n'importe qui d'autre ne verrait que du sable et des broussailles sèches, un San peut trouver de quoi se nourrir et s'abreuver pour survivre plusieurs jours. Leur langue est également unique au monde. Elle comporte une quantité impressionnante de sons distincts, dont beaucoup sont des claquements produits avec la langue, ce qu'il est impossible d'imiter, et encore moins de comprendre, pour quiconque n'a pas grandi en l'entendant. Mais ce qui a véritablement laissé les chercheurs bouche bée, c'est leur façon de chasser. La plupart des chasseurs du monde s'approchent en silence, attaquent rapidement et comptent sur une arme précise. Les San font quelque chose de complètement différent. Ils poursuivent leur proie pendant des heures, sous le soleil le plus intense de la journée, jusqu'à ce que l'animal s'effondre d'épuisement. Cela semble impossible, car des animaux comme le koudou peuvent courir bien plus vite que n'importe quel être humain. Mais un San n'a pas besoin d'être plus rapide. Il doit tenir plus longtemps. Les animaux à 4 pattes, lorsqu'ils courent, s'échauffent très vite et doivent s'arrêter pour se reposer afin d'éviter un coup de chaleur. Les êtres humains, en revanche, transpirent par tout le corps et peuvent continuer à courir sans s'arrêter pendant des heures. Ainsi, tandis que l'animal s'épuise à maintes reprises, le chasseur continue d'avancer à un rythme constant, jusqu'à ce que la proie n'en puisse plus. En plus de tout cela, les San ont en tête une véritable carte du Kalahari. Sans utiliser ni papier ni appareil, ils sont capables de se souvenir de l'emplacement de chaque point d'eau, de chaque plante utile, et des itinéraires suivis par les animaux, des informations qu'ils partagent entre les différents groupes chaque fois qu'ils se rencontrent. En parlant d'informations, sur Monde sans censure, vous découvrez le monde comme nulle part ailleurs. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à poursuivre nos recherches chaque semaine pour vous proposer le meilleur contenu. Si les San ont démontré que la patience peut être plus puissante que la vitesse, la tribu suivante de notre liste a conclu un accord tacite avec l'animal le plus redouté d'Afrique. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le lion qui a appris à garder ses distances. Numéro 3. La tribu des Maasai, ces guerriers que même les lions craignent. Grande vallée du Rift, au Kenya et en Tanzanie. Dans les plaines du Kenya et de la Tanzanie, vit l'un des peuples les plus reconnaissables de toute l'Afrique, les Maasai. Grands, vêtus de tissus rouges, armés de lances et de bâtons, ils arpentent la savane avec un calme qui surprend quiconque sait quels animaux partagent ce territoire avec eux. Pendant des années, on a cru que les Maasai et les lions étaient parvenus à une sorte de trêve tacite. La réalité est tout autre. Les Maasai et les lions se disputent le même territoire. Les lions s'attaquent à leur bétail et les Maasai le défendent. Et de ce conflit, qui perdure depuis des générations, est né quelque chose d'unique. Dans les zones où vivent les Maasai, les lions ont appris à les éviter. Cela s'explique en partie par un rituel d'initiation très connu. Pendant longtemps, pour qu'un jeune homme devienne guerrier, il devait affronter un lion, armé uniquement d'une lance et d'un bouclier, face à face, à très courte distance. Ceux qui réussissaient cette épreuve gagnaient un immense respect au sein de la communauté. Et, génération après génération, les lions qui survivaient dans ces zones étaient ceux qui avaient appris que s'approcher d'un village Maasai avait un prix trop élevé. La manière dont ils protègent leur village y contribue également. Ils construisent des hameaux circulaires, appelés maniatas,
où les maisons sont disposées les unes contre les autres pour former un anneau, avec le bétail au centre et une haie d'épines tout autour. Pour atteindre les animaux, un prédateur devrait franchir plusieurs barrières, ce que de nombreux lions ne tentent tout simplement plus de faire. Le régime alimentaire des Maasai est une autre de leurs particularités les plus curieuses. Ils reposent sur le lait, la viande et le sang de leur propre bétail, qu'ils prélèvent sans tuer l'animal. C'est là qu'intervient une autre de leurs traditions les plus connues. Pour se marier, un homme doit verser une dot à la famille de la mariée, généralement sous forme de vache. Plus un homme possède de vaches et d'épouses, plus son statut au sein de la communauté est élevé. Car le bétail est, pour les Maasai, le symbole de pouvoir le plus important qui soit. Les jeunes guerriers démontrent également leur force grâce à l'adumu, un saut vertical qu'ils effectuent en groupe, en rivalisant pour voir qui va le plus haut, sans élan préalable. C'est à la fois une fête et un moyen de gagner en prestige au sein du groupe. Aujourd'hui, les Maasai continuent de vivre dans l'un des environnements les plus sauvages de la planète, entourés des animaux les plus dangereux d'Afrique. Et c'est en grande partie pour cette raison qu'ils sont respectés. Parce que, depuis des générations, ils ont prouvé qu'il ne fallait pas se frotter à eux. Et si les Maasai ont réussi à se faire respecter des lions, la tribu suivante de notre liste a quant à elle réussi, il y a plus d'un siècle, à vaincre l'une des armées les plus puissantes du monde en n'utilisant que des lances et des boucliers. Numéro 2. La tribu Zoulou, les guerriers les plus redoutés d'Afrique, province du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud. En 1879, une armée d'environ 20 000 guerriers zoulous, armés uniquement de lances et de boucliers en peau, a vaincu une force de l'armée britannique équipée de fusils et d'artillerie. Ce fut l'une des défaites les plus retentissantes de l'histoire de l'Empire britannique, et elle est encore aujourd'hui étudiée dans les académies militaires comme un exemple de stratégie. Derrière cette victoire se cachait un système militaire conçu par une seule personne, le roi Shaka Zulu. Avant lui, les combats entre tribus de la région étaient plus symboliques que meurtriers. Shaka a tout changé. Il a remplacé les armes traditionnelles par une lance courte, conçue pour le combat au corps à corps, et par des boucliers plus grands. Il a supprimé les grands groupes de ravitaillement qui ralentissaient les armées, permettant ainsi à ses guerriers de parcourir de longues distances, très rapidement. De plus, il a entraîné ses hommes à combattre pieds nus, en les habituant à marcher sur des terrains durs et douloureux, afin qu'ils apprennent que la douleur ne devait pas nécessairement les arrêter. Mais ce qui rendait l'armée zoulou véritablement redoutable, c'était sa manière de s'organiser au combat, connue sous le nom de « corne du buffle ». L'armée se divisait en plusieurs groupes. L'un avançait de face, attirant toute l'attention de l'ennemi, tandis que deux autres groupes contournaient les flancs jusqu'à former un cercle complet dans le dos. Un quatrième groupe restait en réserve, prêt à intervenir une fois l'encerclement achevé. Battre en retraite sans ordre était strictement interdit. Cette discipline, alliée à la rapidité et à la coordination de la formation, faisait que s'opposer aux Zoulous revenait, selon leurs adversaires, à essayer d'arrêter l'eau à main nue. Outre leur puissance militaire, les Zoulous ont également des rituels très connus aujourd'hui, comme la danse des jeunes filles, au cours de laquelle des milliers de jeunes femmes se rendent au palais royal pour danser devant le roi, dans le cadre de leur passage à l'âge adulte. Ils perpétuent également, à l'instar d'autres tribus de la région, la tradition consistant à verser une dot en vache pour pouvoir se marier, ce qui permet à certains hommes d'avoir plusieurs épouses. Aujourd'hui, les Zoulous constituent le groupe ethnique le plus nombreux d'Afrique du Sud, avec plus de 11 millions de personnes, et leur culture reste aussi vivante que leur réputation de guerriers. Et si les Zoulous ont prouvé que la discipline et la stratégie peuvent vaincre même les armes les plus modernes, la dernière tribu de notre liste a construit son identité autour de quelque chose de bien plus difficile à mesurer. Jusqu'où une personne est-elle prête à aller par loyauté envers sa famille? Numéro 1. La tribu des Hamers, où les cicatrices sont un titre d'honneur. Vallée de l'Omo, Éthiopie. Dans la vallée de l'Omo, cette même région que nous avons déjà visitée 2 fois dans cette vidéo, vit une tribu qui a fait ce que peu de cultures osent faire, transformer la loyauté en quelque chose que l'on peut voir, toucher
et porté gravé sur la peau pour toujours. Ce sont les Hamers, entre 40 et 60 000 personnes qui élèvent du bétail, cultivent la terre et perpétuent l'un des rituels les plus saisissants de toute l'Afrique, l'Ukulibula, le saut du taureau. Pour devenir adulte, un jeune Hamer doit courir entièrement nu sur le dos d'une rangée de taureaux, d'un côté à l'autre, plusieurs fois, sans tomber. S'il y parvient, il devient un homme à part entière. Il peut se marier, posséder son propre bétail et avoir son mot à dire dans les décisions du groupe. S'il tombe, il peut retenter sa chance lors d'une autre cérémonie, mais la pression sociale liée à cet échec est bien réelle. C'est cette partie-là qui apparaît dans tous les documentaires, celle qui fait les gros titres. Mais il se passe quelque chose avant le saut, et cela est très rarement raconté avec le même niveau de détail. Dans les jours qui précèdent la cérémonie, les sœurs et d'autres femmes de la famille du jeune homme s'adressent aux hommes chargés du rituel et leur demandent de les frapper dans le dos avec des branches souples, laissant des marques qui se transforment en cicatrices. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait de force. Ce sont elles qui le demandent, qui insistent, voire qui chantent pendant que cela se passe. Vu de l'extérieur, la première réaction est souvent le rejet. Mais au sein de la culture Hamer, la signification est tout à fait différente. Ces cicatrices sont une façon de dire, pour toujours, « J'étais là, à soutenir mon frère au moment le plus important de sa vie. » Plus le dos d'une femme est marqué, plus le respect dont elle jouit au sein de sa communauté est grand. Ce n'est pas une punition. C'est, comme elles l'expliquent elles-mêmes, leur façon de se forger une place et de faire entendre leur voix au sein du groupe. Les femmes jouent également un rôle central dans le reste de la cérémonie. Elles préparent la boisson traditionnelle à base de sorgho, organisent la musique et décident du moment opportun pour que le jeune homme tente sa chance. Sans elles, le rituel ne fonctionne tout simplement pas. L'esthétique des Hamer est également très reconnaissable. Les femmes mélangent de la graisse animale à de l'ocre pour créer des coiffures denses et élaborées, et portent des colliers en métal qui indiquent leur position au sein de la famille. Le premier, plus épais et fermé, identifie la première épouse, et les autres marquent la place de chacune des suivantes. Toutes ces informations sont visibles, sans que personne n'ait à rien expliquer. Le bétail, par ailleurs, est tout pour les Hamer. Il sert à se nourrir, à payer les dots lors des mariages et constitue un élément central du rituel même du saut du taureau. Un homme sans bétail, dans cette culture, est un homme sans statut ni voix. Laquelle de ces 9 tribus t'a le plus surpris? Indique-nous son nom dans les commentaires. Nous adorons découvrir quelle est la préférée de chacun. 9 tribus, 9 façons complètement différentes d'appréhender la vie, la famille, la valeur et la survie. Et pourtant, elles ont toutes un point commun. Chacune d'entre elles a trouvé sa propre manière de survivre sur l'un des continents les plus exigeants de la planète, et l'a fait à sa manière, sans imiter personne. Et si on vous disait qu'il existe des endroits où l'isolement est allé si loin qu'il a transformé le corps, la langue et même la façon dont certaines personnes perçoivent le monde? Des îles où même mourir est interdit? Ne manquez pas la vidéo suivante pour le découvrir. Cliquez dessus. Vous allez adorer.